Je parle 10 langues, dit la jeune femme, les mains menottées. Le juge éclata de rire. Bien sûr, et moi je suis polyglotte, se moqua-t-il devant toute la cour. Mais quand elle ouvrit la bouche, son rire se figea. La salle du palais de justice de Paris n'avait jamais été aussi pleine. Chaque siège était occupé, des personnes étaient debout contre les murs, des journalistes aux appareils photo éteints attendaient l'instant exact pour capter l'information du jour. Le murmure collectif créait une symphonie d'attente qui faisait vibrer l'air conditionné du vieil édifice de la justice. Céleste Dubois marcha vers la barre, les mains menottées. Ses pas résonnèrent dans le silence soudain qui s'installa lorsque l'huissier de justice Marc Lefebvre cria « Debout, la cour est en session ». Tous se levèrent, tandis que le juge Alexandre Moreau entrait par la porte latérale, portant une pile désordonnée de documents. C'était un homme à la corpulence robuste, aux cheveux gris parfaitement peignés en arrière, et avec ce genre d'expression que seules des années à juger la vie d'autrui peuvent sculpter sur un visage. Un mélange d'ennui, de supériorité et parfois de dédain. « Vous pouvez vous asseoir », ordonna Moreau, laissant tomber les documents sur son bureau avec un bruit sec qui fit sursauter plusieurs des présents. Céleste resta debout entre deux huissiers, avec maître Isabelle Dupont, son avocate commise d'office, à sa gauche. Isabelle était une femme d'âge mûr qui portait sur ses épaules le poids de trop d'affaires et de trop peu de budget. Elle avait des cernes prononcées et ce tremblement à peine perceptible dans les mains qui trahissait l'excès de caféine et le manque de sommeil. « Affaire numéro 47B 2024 », annonça le greffier du tribunal. L'État contre Céleste Dubois, chef d'accusation. Fraude électronique, usurpation d'identité et escroquerie aggravée. Le murmure revint dans la salle comme une vague. Céleste sentit des centaines d'yeux se poser sur son dos, la jugeant avant que toute preuve ne soit présentée. Elle connaissait cette sensation, l'avait ressentie toute sa vie. Le procureur Vincent Delacroix se leva avec des mouvements théâtraux, ajustant sa cravate comme un acteur lors de la première d'une pièce. C'était un homme mince, aux traits acérés, qui parlait avec cet accent de la haute bourgeoisie qui établit immédiatement les hiérarchies dans n'importe quelle pièce. « Votre honneur », commença Delacroix d'une voix résonnante, « nous avons devant nous une jeune femme qui a perpétré l'une des fraudes les plus élaborées que cette cour ait jamais vues. Pendant des mois, Mademoiselle Dubois s'est fait passer pour une traductrice certifiée, offrant ses services à des entreprises multinationales, des institutions éducatives et même des organismes gouvernementaux. Il fit une pause dramatique, marchant lentement devant le jury. Elle a facturé des milliers d'euros pour des traductions qu'elle aurait réalisées en 10 langues différentes. 10, votre honneur. Mais la réalité est que cette jeune femme a à peine terminé ses études secondaires et n'a aucune certification, aucun diplôme, aucune qualification pour attester de sa prétendue capacité linguistique. Delacroix se tourna vers Céleste, avec un sourire qui se voulait compatissant, mais qui suintait la condescendance. Nous comprenons que le besoin économique peut pousser les gens à prendre de mauvaises décisions, mais la fraude reste une fraude, quelles que soient les circonstances. Céleste serra les poings à l'intérieur de ses menottes. Chaque mot du procureur était comme un marteau frappant sa dignité, non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce que personne ne semblait intéressé à entendre sa version. Le juge Moreau feuilletait les documents avec une expression ennuyée, comme si ce n'était qu'une affaire de plus dans sa liste interminable de responsabilités judiciaires. Il bâilla sans prendre la peine de se couvrir la bouche. « La défense a-t-elle quelque chose à dire avant de poursuivre » demanda-t-il d'un ton monocorde, sans même lever les yeux de ses papiers. Maître Isabelle Dupont s'éclaircit la gorge. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait son carnet de notes usé. « Votre honneur, ma cliente maintient son innocence. Les accusations sont basées sur des malentendus et un manque de communication avec ses employeurs. Mademoiselle Dubois est prête à démontrer qu'elle possède les capacités qu'elle prétend avoir. » « Démontrer ?» Moreau leva enfin les yeux, ses sourcils se haussant avec un intérêt moqueur. « Et comment comptez-vous exactement prouver qu'elle parle 10 langues? Va-t-elle nous chanter une chanson dans chacune ?» Quelques rires nerveux éclatèrent dans le public. Le juge sourit, satisfait de son propre humour. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, » tenta de poursuivre Isabelle. Mais Moreau l'interrompit d'un geste de la main. « Maître Dupont, j'ai examiné cette affaire. Votre cliente a 23 ans. Elle a grandi dans une banlieue défavorisée, et selon les registres, elle travaillait au nettoyage de bureaux avant cette prétendue entreprise de traduction. » Il regarda directement Céleste. « Il n'y a aucun enregistrement d'études supérieures, aucune certification internationale, rien qui suggère que cette jeune femme puisse parler ne serait-ce que 3 langues, encore moins 10. » Ce fut alors que Céleste leva la tête. Ses yeux,
qui étaient restés fixés sur le sol pendant toute l'audience, rencontrèrent directement ceux du juge. Il y avait du feu dans ce regard. Il y avait des années d'humiliation, d'être sous-estimé, d'être invisible. « Permission de parler, votre honneur », dit-elle d'une voix claire et ferme. Moreau la regarda, surpris. La plupart des accusés restaient silencieux pendant les audiences préliminaires, laissant leurs avocats parler pour eux. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont cette jeune femme le regardait qui lui causa un mélange d'irritation et de curiosité. « Avez-vous quelque chose de pertinent à ajouter à l'affaire » demanda-t-il d'un ton sceptique. « Je parle 10 langues. » Céleste prononça chaque mot avec une clarté cristalline, sans une once de doute dans sa voix. « Et je peux le prouver ici même, maintenant même, si votre honneur me le permet. » Le silence qui suivit fut si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement des néons au plafond. Tous les présents se penchèrent en avant, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Et alors le juge Alexandre Moreau fit quelque chose que personne n'attendait. Il rejeta la tête en arrière et éclata de rire. Ce n'était pas un rire poli ou contenu, c'était un rire tonitruant, presque hystérique, qui fit vibrer sa corpulente silhouette sur le siège de l'estrade. « C'est incroyable !» s'exclama-t-il entre deux rires, essuyant les larmes de ses yeux avec un mouchoir. « L'accusée veut nous prouver qu'elle parle 10 langues ici dans ma cour. » D'autres rires se joignirent à celui du juge. Le procureur Delacroix souriait largement, secouant la tête avec incrédulité. Certains membres du public riaient ouvertement, d'autres chuchotaient des commentaires moqueurs. Mademoiselle Dubois. Moreau réussit à contrôler son rire suffisamment pour parler, bien que sa voix tremblât encore de divertissement. « J'apprécie votre créativité, mais c'est un tribunal, pas une émission de télévision. Nous n'allons pas faire perdre le temps de la cour avec des démonstrations de cirque. La justice vous semble-t-elle un cirque ?» La voix de Céleste coupa l'air comme un couteau. Le rire du juge se figea instantanément. Ses yeux se plissèrent, et un instant, un silence dangereux remplit la salle. « Pardonnez-moi ». Sa voix baissa à un ton menaçant. Céleste fit un pas en avant, ignorant le tiraillement d'avertissement que maître Isabelle Dupont lui donna au bras. « Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, vous venez de rire de moi sans m'avoir écouté. Vous m'avez jugé sans me permettre de présenter ma défense. Si ce n'est pas un cirque, je ne sais pas ce que c'est. » L'huissier de justice Lefebvre fit un pas en avant, prêt à intervenir si la situation dégénérait, mais le juge leva une main pour l'arrêter. Moreau se pencha en avant, appuyant ses coudes sur le bureau. « Vous avez du cran, mademoiselle Dubois, je vous le reconnais, mais le cran ne vous sauvera pas des preuves contre vous. »« Les preuves mentent, » répondit Céleste. « Ou plutôt, les personnes qui les ont interprétées ont menti parce qu'elles n'ont jamais pris la peine de vérifier si je pouvais réellement faire ce que je disais. Et pourquoi ferions-nous cela ?» intervint Delacroix depuis son siège. Pourquoi l'État devrait-il dépenser des ressources à vérifier les affirmations fantaisistes de quelqu'un qui cherche clairement à éviter les conséquences de ses actions? Parce que c'est votre obligation. Ah yeah? Madesteza. Céleste se tourna vers le procureur, sa voix gagnant en force. Votre obligation est de chercher la vérité, pas d'assumer la culpabilité sur la base de préjugés. Ordre. Moreau frappa son marteau sur le bureau. Mademoiselle Dubois, vous marchez sur un terrain dangereux. Je vous suggère de garder le silence avant que je ne vous accuse d'outrage. Céleste respira profondément. Elle sentait son cœur battre si fort qu'elle pensait que tout le monde dans la salle pouvait l'entendre. Mais elle n'allait pas reculer. Non, cette fois elle avait reculé toute sa vie. « Votre honneur !» Maître Isabelle Dupont s'empressa d'intervenir. Sa voix tremblante mais déterminée. « Je demande formellement qu'il soit permis à ma cliente de démontrer ses capacités linguistiques. Si elle peut prouver qu'elle parle les langues qu'elle affirme, cela changerait fondamentalement la nature de cette affaire. » Moreau la regarda avec un mélange d'incrédulité et d'agacement. « Maître Dupont, suggérez-vous vraiment que nous transformions cette cour en un examen de langue? Je suggère que nous donnions à ma cliente l'opportunité de se défendre adéquatement. » Isabelle répondit, trouvant une réserve de courage qu'elle ne savait pas posséder. « N'est-ce pas ce que représente la justice ?» Le juge se recroquevilla sur sa chaise qui craqua sous son poids. Il regarda Céleste un long moment, ses yeux l'évaluant comme un puzzle qu'il ne pouvait résoudre. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui l'inquiétait. Ce n'était pas seulement son audace, c'était l'absolue certitude dans ses yeux. « Très bien, » dit-il finalement, à la surprise de tous dans la salle. « Je vous donnerai l'occasion de vous ridiculiser publiquement. Mais quand vous échouerez, et vous échouerez, j'ajouterai des accusations d'outrage et d'entrave à la justice, à votre liste déjà considérable de problèmes légaux. » Il se tourna vers son greffier. « Contactez le département des langues de l'université de la Sorbonne. »
J'ai besoin qu'ils envoient 10 professeurs, un spécialiste dans chacune des langues que mademoiselle Dubois prétend parler. Céleste sentit une décharge électrique parcourir son corps. Enfin, elle aurait sa chance. Enfin, quelqu'un l'écouterait. Mademoiselle Dubois. Moreau la regarda avec ce sourire moqueur qu'il avait perfectionné pendant des décennies. J'espère que vous savez ce que vous faites, car quand ce sera fini, non seulement je vous déclarerai coupable de fraude, mais le monde entier saura exactement quel genre de menteuse vous êtes. Je ne suis pas une menteuse. Céleste répondit d'une voix calme mais ferme. Et quand ce sera fini, vous devrez vous excuser. La salle éclata en murmures scandalisés. Personne, absolument personne, ne parlait ainsi au juge Moreau. Silence, le marteau frappa de nouveau. Moreau regardait Céleste avec un mélange de fureur et de quelque chose qui aurait pu être du respect. Cette audience est ajournée jusqu'à ce que les évaluateurs soient présents. Ce sera dans 3 jours. Et croyez-moi, mademoiselle Dubois, ces 3 jours seront les derniers de liberté que vous apprécierez pendant longtemps. Tandis que les huissiers l'escortaient hors de la salle, Céleste ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait commis la plus grande erreur de sa vie ou si elle avait enfin fait le premier pas vers la réhabilitation qu'elle désirait tant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les prochains jours révéleraient des secrets qui changeraient non seulement son destin, mais celui de toutes les personnes présentes dans cette salle. Le son métallique des portes se refermant résonna comme un coup de tonnerre aux oreilles de Céleste. Le centre de détention préventive, Nouvelle Espérance, était un bâtiment de 3 étages qui sentait le désinfectant industriel mélangé à la désespérance humaine. Les murs blancs, écaillés au coin, semblaient absorber toute la lumière naturelle qui tentait de pénétrer par les petites fenêtres grillagées. Céleste marchait dans le couloir, flanquée de 2 officières. Ses menottes avaient été retirées, mais la sensation d'oppression persistait, maintenant invisible, mais plus lourde que n'importe quel métal. D'autres détenus l'observaient depuis leur cellule, certains avec curiosité, d'autres avec ce regard vide que seule une longue période d'enfermement peut créer. « Cellule 47C », annonça l'officière Sophie Martin. Une jeune femme avec une expression professionnelle, mais pas cruelle. Elle ouvrit la porte métallique avec un grincement qui résonna dans tout le couloir. « Vous avez une colocataire. J'espère que vous vous entendrez bien. » Céleste entra, et la porte se referma derrière elle avec un coup définitif qui la fit frissonner. La cellule était petite. 2 lits superposés étroits, un petit lavabo, des toilettes sans intimité, et une fenêtre si haute qu'elle ne servait qu'à leur rappeler que le monde extérieur existait, mais qu'il était hors de portée. Sur la couchette inférieure, une femme d'âge mûr leva les yeux d'un livre usé. Chantal Guirard avait le visage marqué de lignes qui racontaient des histoires qu'elle ne partagerait probablement jamais. Ses cheveux gris étaient noués en une tresse serrée. Et ses yeux, bien que fatigués, conservaient encore un éclat d'intelligence. « Alors, c'est vous la fameuse polyglotte » dit Chantal avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tout le centre parle de vous. La fille qui a défié le juge Moreau et qui est encore là pour le raconter. » Céleste s'assit sur la couchette supérieure, sentant le matelas mince et dur sous son corps. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle était épuisée, non seulement physiquement, mais émotionnellement. L'adrénaline de l'audience s'était évaporée, ne laissant qu'un vide lourd dans sa poitrine. « Je ne suis pas célèbre, » dit-elle finalement. « Je suis juste quelqu'un qui en a eu marre d'être sous-estimé. » Chantal laissa échapper un rire sec. « Ici, nous en avons toutes marre de quelque chose. La différence, c'est que la plupart ont déjà abandonné. Vous avez encore du feu. C'est dangereux dans un endroit comme celui-ci. » « Dangereux? Pourquoi? Parce que l'espoir fait plus mal que la résignation. » Chantal ferma son livre. « Vous parlez vraiment 10 langues ?» Céleste hocha la tête, regardant le plafond taché de la cellule. « 11, en réalité. Mais personne n'a demandé. »« 11 ?» Chantal se redressa, réellement intéressée. « Comment est-il possible qu'une fille de votre âge parle 11 langues ?» Pour la première fois depuis des jours, Céleste eut envie de parler. Peut être parce que Chantal ne la regardait pas avec moquerie ou dédain. Peut être parce que dans ce petit espace claustrophobe, elle n'était que 2 êtres humains essayant de survivre. « Ma grand-mère » commença Céleste, sa voix s'adoucissant avec le souvenir. « Grand-mère, Lucie. Elle a travaillé toute sa vie comme employée de maison pour des familles de diplomates. Chaque fois qu'une famille partait, une autre arrivait. Allemand, français, chinois, russe, arabe, elle a appris des bribes de toutes ces langues pour pouvoir communiquer, pour être indispensable. » Chantal écoutait en silence, et Céleste continua. « Quand mes parents sont morts dans un accident de bus, j'avais 5 ans. Ma grand-mère m'a recueilli et m'a emmené avec elle dans toutes ces maisons. Pendant qu'elle nettoyait, cuisinait et repassait,
Je m'asseyais avec les enfants de ces familles. Je jouais avec eux, je mangeais avec eux, j'apprenais avec eux. Sa voix se brisa légèrement en se souvenant. Les diplomates changeaient tous les 2 ou 3 ans. Chaque fois que je me faisais une amie, elle partait. Chaque fois que j'apprenais à communiquer parfaitement dans une langue, une nouvelle famille arrivait avec une langue différente. Mais je n'ai jamais cessé d'apprendre. C'était ma façon de garder vivants ces souvenirs, ces connexions. « Et votre grand-mère » demanda Chantal doucement. « Elle est morte il y a 2 ans, crise cardiaque. 50 ans de travail acharné l'ont finalement tuée. » Céleste ferma les yeux avec force. Et je me suis retrouvé seul, sans éducation formelle, sans certificat pour prouver ce que je savais, juste avec des langues dans ma tête, et aucun moyen de prouver qu'elles étaient réelles. Visi, Fistalum. Alors vous avez commencé à travailler comme traductrice? Chantal compléta. J'ai essayé de trouver un emploi dans des agences officielles, mais toutes voulaient des diplômes universitaires, des certifications internationales. Personne ne voulait me donner ne serait-ce qu'une chance de montrer ce que je pouvais faire. La frustration était palpable dans sa voix. Alors j'ai créé ma propre entreprise. J'offrais mes services sur Internet, je facturais moins cher que les grandes agences et je faisais un travail impeccable. Alors pourquoi êtes-vous ici? Céleste ouvrit les yeux et regarda Chantal directement, parce que quelqu'un a décidé qu'il était impossible qu'une fille sans éducation universitaire puisse faire ce que je faisais. Ils ont signalé mes services comme une fraude, sans même vérifier la qualité de mon travail. Et maintenant je suis ici, attendant de prouver quelque chose que je n'aurais jamais dû avoir à prouver. Le son de pas s'approchant interrompit leur conversation. La porte s'ouvrit et l'officier Martin apparut de nouveau. « Dubois, vous avez de la visite? Salle de consultation. » Céleste descendit de la couchette, confuse. Elle n'avait appelé personne. Elle n'avait personne à appeler. La salle de consultation était un petit espace divisé par une table métallique. Assise de l'autre côté se trouvait maître Isabelle Dupont, son avocate commise d'office, mais elle n'était pas seule. À ses côtés, il y avait une femme que Céleste ne connaissait pas, élégante, professionnelle, avec une mallette en cuir sur la table. « Céleste, elle est là, Dre, Hélène Blanchard. » Isabelle fit les présentations. Elle est psychologue légiste. Le procureur Delacroix a demandé une évaluation psychologique avant la prochaine audience. Céleste sentit un nœud se former dans son estomac. « Évaluation psychologique? Pourquoi » La Dre. Blanchard parla d'une voix calme et professionnelle. C'est une procédure standard dans les cas où l'accusé présente des comportements qui pourraient être considérés comme inhabituels. Votre confrontation avec le juge Moreau a soulevé quelques interrogations. Interrogations? Céleste sentit l'indignation monter. Me défendre est un comportement inhabituel? Il ne s'agit pas de cela. Isabelle intervint rapidement. Céleste, écoutez. Le procureur essaie de construire un profil suggérant que vous avez des tendances à la fantaisie pathologique. Ils veulent arguer que vous croyez vraiment parler ces langues, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. C'est ridicule! Céleste frappa la table de la paume de sa main. Je ne suis pas folle. Personne ne dit que vous l'êtes. Ladré. Blanchard garda un ton neutre. Mais j'ai besoin de faire mon évaluation. Je vais vous poser quelques questions et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Pendant l'heure qui suivit, Céleste répondit question après question sur son enfance, sur la mort de ses parents, sur sa vie avec sa grand-mère, sur l'apprentissage des langues, sur le fait de se sentir seule, sur ses peurs, ses rêves, ses frustrations. Ladré. Blanchard prenait des notes méticuleuses, son expression impossible à déchiffrer. « Une dernière question, » dit-elle finalement. « Avez-vous déjà eu l'impression que les gens ne vous comprennent pas, que vous vivez dans un monde différent de celui des autres ?» Céleste réfléchit attentivement avant de répondre. « Tous les jours de ma vie, mais pas parce que je suis folle, mais parce que j'ai vécu dans des mondes que la plupart des gens n'expérimenteront jamais. J'ai parlé dans des langues que la plupart n'apprendront jamais. J'ai vu comment les mots peuvent construire des ponts ou élever des murs. Alors oui, je vis dans un monde différent, mais il est réel. Il est aussi réel que le préjugé qui m'a amené ici. » La docteure referma son carnet. « Merci de votre coopération, Céleste. Je présenterai mon rapport avant l'audience. » Quand elle partit, Isabelle s'approcha de Céleste, son expression préoccupée. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Le juge Moreau a contacté l'université de la Sorbonne, mais pas seulement pour trouver des évaluateurs. Que voulez-vous dire? Il a approfondi vos antécédents. Il a trouvé quelque chose. » Isabelle sortit des documents de son sac. « Il y a des années, quand vous aviez 17 ans, vous avez postulé pour une bourse à l'Académie des langues internationales. Vous vous en souvenez ?» Céleste hocha lentement la tête. « On m'a refusé.
Ils ont dit que ma candidature était irréaliste parce que je prétendais parler trop de langues pour mon âge. Exactement. Et Moreau utilise cela comme preuve que vous mentez sur vos compétences depuis des années. Il soutient que c'est un schéma de comportement frauduleux. La pièce sembla rétrécir autour de Céleste. Chaque fois qu'elle essayait d'avancer, le système la repoussait. Chaque tentative de prouver sa valeur se transformait en une autre preuve contre elle. « Y a-t-il autre chose ?» demanda-t-elle, craignant la réponse. Isabelle hésita avant de continuer. « Les évaluateurs qui viendront. » Moreau a spécifiquement demandé les professeurs les plus stricts, connus pour être extrêmement rigoureux. Ils ne viennent pas vous donner une chance équitable, Céleste. Ils viennent pour vous démanteler. Le silence qui suivit fut écrasant. Céleste pouvait sentir le poids de tout le système judiciaire peser sur elle, essayant d'écraser cette étincelle d'espoir qui brûlait encore dans sa poitrine. « Combien de temps ai-je » demanda-t-elle finalement. « 2 jours de plus. L'audience est après-demain. Alors j'ai besoin d'utiliser chaque seconde. » Céleste se leva, sa détermination renouvelée malgré tout. « Isabelle, j'ai besoin que vous me trouviez quelque chose. Des livres, du matériel d'étude, dans toutes les langues que vous pourrez trouver. S'ils veulent rendre cela difficile, alors je vais me préparer comme jamais de ma vie. » Isabelle la regarda avec un mélange d'admiration et de tristesse. « Céleste, même si vous prouvez que vous parlez ces langues, le procureur a d'autres accusations. Les clients qui ont signalé une fraude, les plaintes concernant des traductions incorrectes. » « Traductions incorrectes ?» Céleste l'interrompit. « Quelle traduction incorrecte ?»« Il y a 3 clients qui affirment que les traductions que vous avez faites contenaient de graves erreurs qui leur ont coûté de l'argent et leur réputation. » Céleste sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. « C'est impossible. Je révisais chaque traduction 3 fois. J'étais méticuleuse. Jamais je n'aurais livré quelque chose avec de graves erreurs. Avez-vous des copies de ces traductions ? Toutes, sur mon ordinateur, mais la police l'a confisqué comme preuve. » Isabelle prit une note. « Je vais demander l'accès à ces fichiers. Si nous pouvons démontrer que les traductions étaient correctes, cela démontrait une partie de l'accusation du procureur. » Quand Céleste retourna dans sa cellule, Chantal l'attendait avec une expression curieuse. « Mauvaise nouvelle, de pire en pire. » Céleste se laissa tomber sur sa couchette. « Non seulement je dois prouver que je parle 10 langues devant des professeurs qui ont déjà décidé que je mens, je dois aussi prouver que des traductions que je sais avoir faites correctement ne contiennent pas d'erreur et me défendre d'une évaluation psychologique qui me dépeindra probablement comme délirante. » Chantal siffla doucement. « Quand vous avez dit que vous aviez du feu, je ne plaisantais pas. Mais, Céleste, êtes-vous sûre de vouloir continuer? Pourriez-vous accepter un accord, purger une peine plus légère, continuer votre vie et abandonner ?» Céleste regarda le plafond. « Accepter que le monde ait raison et que je me trompe. Je ne peux pas, Chantal. Si j'abandonne maintenant, je trahirai ma grand-mère, toutes ces années d'apprentissage, toutes ces jeunes filles qui, comme moi, ont du talent, mais pas de papier pour le prouver. Alors reposez-vous. » Chantal éteignit la lumière de la cellule. « Parce que dans 2 jours, vous aurez besoin de chaque gramme de force que vous avez. » Dans l'obscurité, Céleste ferma les yeux, mais ne put dormir. Son esprit passait en revue le vocabulaire, la grammaire, les expressions idiomatiques dans chacune des langues qu'elle avait apprises. Mais plus que cela, elle pensait à toutes les fois où elle avait été sous-estimée, ignorée, rejetée. Le monde était sur le point de voir de quoi elle était capable. Elle espérait seulement que ce serait suffisant. L'aube arriva au centre de détention avec ce silence lourd qui n'existe que dans les lieux où la liberté est un souvenir lointain. Céleste n'avait pas dormi. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais son esprit continuait à traiter les conjugaisons verbales, les structures grammaticales, les expressions idiomatiques en mandarin, arabe, allemand, français. Chantal ronflait doucement sur la couchette inférieure, un son réconfortant au milieu de tant d'incertitudes. Céleste avait passé la nuit à murmurer des mots à voix basse, chaque langue coulant comme des rivières qui convergeaient vers l'océan de sa mémoire. Le son de pas s'approchant interrompit sa concentration. Il était trop tôt pour le petit déjeuner. La porte métallique s'ouvrit et l'officière Martine apparut avec une expression sérieuse. « Dubois, vous avez de la visite ? Salle de consultation. » Maintenant, Chantal se réveilla en sursaut. À cette heure, qui rend visite à quelqu'un avant l'aube? Céleste descendit de sa couchette, le cœur commençant à battre plus vite. Elle suivit Martin dans les couloirs vides, l'écho de leurs pas résonnant comme des tambours de guerre. Quand elles arrivèrent à la salle de consultation, la surprise sur le visage de Céleste fut évidente. Assis de l'autre côté de la table, il y avait un homme d'origine asiatique,
avec une expression angoissée et une mallette de travail sur les jambes. Elle le reconnut immédiatement. « Monsieur Lee », Céleste murmura, incrédule. David Lee se leva brusquement, ses mains tremblant visiblement. Il était l'un des 3 clients qui avaient signalé ces traductions comme frauduleuses. Il travaillait pour une entreprise technologique qui avait besoin de documents traduits de l'anglais vers le mandarin pour une expansion en Chine. « Mademoiselle Dubois, je dois vous parler. » Sa voix était entrecoupée, comme si chaque mot lui coûtait un effort physique. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Mon avocat ne sait pas que je suis ici. » Martine ferma la porte, mais resta à l'intérieur. Protocole standard pour les visites non officiellement autorisées. « Que faites-vous ici ?» Céleste s'assit lentement, essayant de traiter cette situation surréaliste. Lee passa ses mains sur son visage, et Céleste remarqua les cernes profonds, la tension dans ses épaules. « Je suis venu vous dire la vérité que j'aurais dû dire dès le début. » Le silence qui suivit fut si dense que Céleste pouvait entendre son propre pouls. Vos traductions étaient parfaites. Lee laissa échapper les mots comme s'il avait retenu son souffle pendant des mois. Chaque document que vous avez traduit pour mon entreprise était impeccable, mieux que n'importe quelle agence professionnelle que nous avions utilisée auparavant. Les partenaires à Pékin ont été impressionnés par la précision technique et la sensibilité culturelle. Céleste sentit comme si le sol bougeait sous ses pieds. Alors pourquoi ? Parce que mon chef, le directeur général, a découvert que j'avais contracté vos services sans vérifier vos qualifications universitaires. Yuki Avlongsawa, Andandelia, Vendingham, Andandelinselandas, Andandelinium. Lee baissa les yeux, la honte évidente dans chaque ligne de son visage. Il m'a menacé de me licencier si je ne trouvais pas un moyen de justifier pourquoi j'avais dépensé des fonds de l'entreprise pour une traductrice non certifiée, et il a décidé de détruire ma vie pour sauver son pavé. Poste. Céleste sentit un mélange de fureur et de vindication monter dans sa poitrine. Ce n'était pas si simple. Lee leva les yeux, ses yeux brillants de larmes non versées. Maître Pierre Dubois, l'avocat d'affaires de notre entreprise, a suggéré que nous signalions les traductions comme défectueuses. Il a dit que c'était le seul moyen de récupérer l'argent et de protéger l'entreprise de toute responsabilité légale. Il a suggéré de mentir ? La voix de Céleste monta d'un ton. Il a suggéré de protéger les intérêts de l'entreprise, corrigea amèrement Lee. Dans le monde des affaires, mademoiselle Dubois, la vérité est secondaire à la survie financière. Mais je n'ai pas pu dormir depuis que j'ai signé cette fausse déclaration. J'ai une fille de votre âge. Chaque fois que je la regarde, je vois votre visage aux actualités, étant humiliée publiquement pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Céleste respira profondément, essayant de contrôler les émotions qui menaçaient de la submerger. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Pourquoi pas avant le procès? Parce que je suis un lâche, avoua Lee d'une voix brisée. Parce que j'avais besoin de mon travail, de mon salaire, de ma réputation. Mais voir ce qu'ils vous ont fait, voir le juge Moreau se moquer de vous à la télévision, c'était trop. Ma femme m'a dit hier soir qu'elle ne pouvait plus vivre avec un homme sans honneur, et elle avait raison. Il sortit une épaisse enveloppe de sa mallette. Voici tout. Des copies des traductions originales, avec les approbations de nos partenaires à Pékin. Des courriels où ils louent spécifiquement votre travail. Et ma déclaration sous serment, admettant que j'ai menti sous pression de l'entreprise. Céleste prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle était lourde, pleine de pages qui pourraient changer complètement son affaire. « Monsieur Lee, comprenez-vous ce que cela signifie pour vous ?» demanda-t-elle doucement. « Admettre le parjure pourrait vous envoyer en prison. »« Je sais. » Lee sourit tristement. « Mais je préfère être en prison avec mon honneur intact que libre comme un menteur. Ma fille mérite un père dont elle peut être fière. » Martine s'approcha de la table. « Monsieur, je dois vous escorter dehors. Cette visite est déjà irrégulière. » Lee se leva, mais avant de partir, il regarda Céleste droit dans les yeux. « Mademoiselle Dubois, vous êtes extraordinaire. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Et si vous me permettez un conseil, quand vous serez dans cette salle demain, ne vous contentez pas de prouver que vous parlez ces langues, prouvez pourquoi c'est important. Prouvez que le vrai talent n'a pas besoin de certificat pour être valable. » Quand il partit, Céleste resta seule dans la salle, serrant l'enveloppe comme une bouée de sauvetage. Des larmes qu'elle avait retenues pendant des jours commencèrent enfin à couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement mêlé de rage pour tout ce qu'elle avait dû endurer à cause des mensonges des entreprises. La porte s'ouvrit de nouveau, et maître Isabelle Dupont entra en courant, les cheveux en bataille, et l'expression d'une panique contrôlée. « Céleste, qu'est-ce que c'était ? Martin m'a appelé en disant que
David Lee était ici. Que voulait-il? Céleste lui tendit l'enveloppe. Notre salut. Tandis qu'Isabelle examinait frénétiquement les documents, ses yeux s'écarquillaient de plus en plus à chaque page. C'est incroyable. Avec ça, nous pouvons complètement démonter les accusations de fraude. Nous pouvons prouver que les traductions étaient correctes et que les accusations ont été fabriquées. Mais est-ce suffisant? Demanda Céleste. Je dois toujours prouver que je parle les langues. Et le procureur dira probablement que Lee ment maintenant pour m'aider. Vous avez raison. Isabelle s'assit, son esprit travaillant à toute vitesse. Nous avons besoin de plus. Nous devons trouver les 2 autres clients qui vous ont accusé. Et comment faisons-nous cela d'ici? Isabelle sortit son portable. Laissez-moi faire. J'ai des contacts. Si Lee a eu une crise de conscience, peut être les autres aussi. Pendant les heures suivantes, tandis que Céleste était escortée de retour à sa cellule, Isabelle travaillait frénétiquement, passant des appels, envoyant des courriels, mobilisant chaque contact qu'elle avait dans son arsenal juridique. De retour dans la cellule, Chantal observait Céleste avec curiosité. « Quelque chose a changé », dit-elle simplement. « Vous avez une expression différente. Un de mes accusateurs est venu confesser qu'il avait menti. » Céleste s'assit, traitant toujours tout cela. Il s'avère que mes traductions étaient parfaites. Ils m'ont accusé à tort pour protéger les intérêts de l'entreprise. Chantal siffla doucement. Le système se protégeant lui-même. La même vieille histoire. Mais cette fois, quelqu'un a eu le courage de dire la vérité. Céleste regarda par la petite fenêtre haute. Il a tout risqué pour nettoyer mon nom. Et cela vous donne de l'espoir? Cela me donne plus que de l'espoir. Cela me donne la preuve que je ne suis pas folle, que je ne me trompe pas, que le monde se trompe sur moi. Un son métallique résonna dans le couloir. C'était l'heure de la bibliothèque mobile, un chariot qui passait 2 fois par semaine avec des livres pour les détenus. Une jeune femme poussait le chariot, s'arrêtant à chaque cellule. Quand elle arriva à la cellule 47, Céleste la reconnut. C'était Clara Roussel, une jeune fille d'à peine 19 ans qu'elle avait vue à la cantine. Elle avait des yeux intelligents, et cette tristesse particulière de ceux qui ont trop vu étant trop jeunes. « Des livres dont vous avez besoin ?» demanda Clara d'une voix douce. « Avez-vous quelque chose en langues étrangères ?» demanda Céleste, pleine d'espoir. Les yeux de Clara s'illuminèrent. « Êtes-vous la fille qui va prouver qu'elle parle 10 langues ?»« 11 en réalité. J'ai quelque chose pour vous. Descendade, you are a friend. Weisse, and the friend. » Clara regarda nerveusement des 2 côtés du couloir avant de sortir un paquet enveloppé dans du papier. « Votre avocate m'a demandé de vous apporter ceci. Je ne devrais pas, mais bon, je crois aux secondes chances. » Céleste déballa le paquet et trouva 6 livres en différentes langues. Mandarin, arabe, russe, allemand, français et portugais. Ce n'étaient pas des livres ordinaires, mais des textes techniques juridiques complexes. « Votre avocate a dit que vous devriez vous entraîner avec ceci, » murmura Clara. « Les professeurs, demain, vont essayer de vous faire trébucher avec un vocabulaire technique spécialisé. Comment le savez-vous? Parce que l'un d'eux, le professeur Antoine Mercier, est venu faire une consultation juridique ici il y a quelques jours. Je l'ai entendu parler au directeur de la façon de démasquer une imposture qui prétendait des compétences linguistiques impossibles. Le sang de Céleste se glaça. Il a dit autre chose? Il a dit qu'il avait préparé des textes techniques spécialisés dans chaque langue, du vocabulaire médical, juridique, scientifique, des choses que seule une personne avec des années d'études universitaires formelles pourrait connaître. Chantal se redressa dans sa couchette. « C'est de la triche. Ils préparent un examen conçu pour que vous échouiez. Ce n'est pas de la triche s'ils n'ont jamais promis d'être justes. » Céleste ouvrit le premier livre, ses yeux parcourant les pages en mandarin. « Mais je peux apprendre. J'ai toujours pu apprendre. Vous avez moins de 24 heures, » dit Clara. « Comment allez-vous mémoriser du vocabulaire technique en 6 langues en une journée ?» Céleste la regarda avec cette détermination féroce qu'il avait maintenue en vie toute sa vie. « De la même manière que j'ai fait tout le reste, sans jamais abandonner. » Quand Clara partit, Chantal observa Céleste ouvrir livre après livre, sa concentration absolue. « Savez-vous ce qui est le plus impressionnant chez vous ?» Chantal dit après un long silence. « Ce n'est pas que vous parlez des langues, c'est que vous n'acceptez jamais la défaite comme option. Ma grand-mère avait l'habitude de dire « Le monde vous dira 1000 fois que vous ne pouvez pas. Vous n'avez qu'à le prouver une seule fois pour montrer que oui, vous le pouvez. » Céleste passa le reste de la journée et toute la nuit plongée dans ses livres. Elle mangea à peine, bougea à peine. Chantal lui apportait de l'eau, lui rappelait de respirer. Mais Céleste était dans un autre monde, un monde de mots, de significations, de connexions linguistiques. Lorsque la première lumière de l'aube commença à filtrer par la fenêtre haute,
Céleste ferma le dernier livre. Ses yeux étaient rouges, son corps tremblait d'épuisement, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. « Prête ?» demanda Chantal. « Prête ?» Céleste répondit. Martin arriva tôt. « Dubois, c'est l'heure. Votre avocate vous attend. Aujourd'hui est le jour. » Tandis qu'elle marchait dans les couloirs vers la sortie, d'autres détenus commencèrent à frapper les portes de leurs cellules. Ce n'était pas un son menaçant, mais de soutien. Beaucoup d'entre eux avaient entendu son histoire. Beaucoup d'entre eux avaient été jugés pour ce que le système croyait qu'ils étaient, plutôt que pour ce qu'ils étaient réellement. « Montrez-leur !» cria quelqu'un. « Ne les laissez pas vous écraser !» Une autre voix se joignit. Céleste sentit une énergie étrange parcourir son corps. Elle n'était pas seule, elle n'avait jamais été seule. Tous ces visages anonymes derrière les portes métalliques étaient des rappels qu'il y avait plus de personnes comme elle, attendant une opportunité de prouver leur vérité. Isabelle l'attendait dans la zone de traitement avec quelque chose d'inattendu. « Une valise. Qu'est-ce que c'est ?» demanda Céleste. « Votre avenir, si tout se passe bien. » Isabelle ouvrit la valise, révélant un ensemble professionnel. « Vous n'entrerez pas dans cette salle comme une accusée. Vous entrerez comme la professionnelle que vous êtes. » Tandis que Céleste se changeait, Isabelle lui donna les dernières nouvelles. « J'ai trouvé le deuxième client. Il est prêt à témoigner que son accusation était également fausse. Le troisième ne répond toujours pas, mais 2 sur 3 suffisent pour créer un doute raisonnable. Et l'évaluation psychologique, Isabelle fit une grimace. La Dray. Blanchard a présenté son rapport. Il est mitigé. Il ne dit pas que vous êtes folle, mais il ne vous défend pas non plus complètement. Il suggère que vous avez une personnalité non conventionnelle, avec une grande confiance en vos compétences autodidactes. C'est juste une façon élégante de dire qu'ils ne me font pas confiance. Exactement. C'est pourquoi vous devez être parfaite aujourd'hui. Pas seulement bonne, parfaite. Le véhicule de transport les conduisit au tribunal. Le bâtiment avait l'air différent à la lumière de l'aube. Plus imposant, plus intimidant, comme un colisée romain où des gladiateurs luttaient pour leur vie. Mais Céleste n'était plus la même personne qui y était entrée quelques jours auparavant. Maintenant, elle avait des preuves, elle avait des alliés, et plus important encore, elle avait la vérité. La salle du tribunal était encore plus pleine que la première fois. Les caméras d'information remplissaient chaque coin autorisé. Des journalistes chuchotaient entre eux et, au premier rang, 10 professeurs de l'université de la Sorbonne attendaient avec des expressions allant de la curiosité au dédain manifeste. Le juge Moreau entra avec la même arrogance que d'habitude, mais quand son regard rencontra celui de Céleste, quelque chose changea dans ses yeux. Être reconnaissait-il que ce ne serait pas la victoire facile qu'il avait anticipée. « Que le spectacle commence !» murmura-t-il en frappant son marteau. Et ainsi commença le jour qui changerait tout. Le marteau du juge Moreau résonna comme un coup de feu dans la salle bondée. Le murmure collectif s'éteignit instantanément, remplacé par une tension si dense que l'air lui-même semblait vibrer d'anticipation. « Ordre dans la salle !» Moreau prononça les mots avec ce ton autoritaire qu'il avait perfectionné pendant des décennies à la barre. Ses yeux parcoururent la foule avant de se poser sur les 10 professeurs, assis sur une rangée spéciale devant l'estrade. « Professeurs de l'université de la Sorbonne, merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons procéder à une évaluation que, franchement, je considère comme une perte de temps, mais que l'accusé a insisté pour mener à bien. » Céleste était debout à côté d'Isabelle, sa posture droite malgré l'épuisement qu'elle ressentait dans chaque fibre de son être. 24 heures sans dormir, à étudier un vocabulaire technique que la plupart des gens mettraient des années à maîtriser, mais elle n'était pas la plupart des gens. Le professeur Antoine Mercier se leva, ajustant ses lunettes d'un geste qui transmettait une supériorité académique. C'était un homme de corpulence mince, aux cheveux foncés, peigné en arrière avec du gel, et cette expression de celui qui considère que le savoir formel est le seul savoir valide. « Votre honneur », commença-t-il d'une voix claire et académique. « Mes collègues et moi avons préparé une série d'évaluations rigoureuses. Il ne s'agit pas simplement de converser dans différentes langues, mais de démontrer une maîtrise technique, une compréhension culturelle profonde et une capacité de traduction spécialisée. Procédez. » Moreau fit un geste de la main, se recroquevillant sur sa chaise comme s'il était sur le point d'assister à un spectacle de magie bon marché. Mercier ouvrit un épais dossier. « Mademoiselle Dubois, nous commencerons par le mandarin. La professeure Yoko Sato, bien que spécialiste en japonais, maîtrise également le mandarin et évaluera cette première section. » Une femme asiatique d'âge mûr se leva. La professeure Sato avait une présence sereine, mais son regard était analytique, disséquant Céleste à chaque seconde qui passait.
La professeure parla en mandarin avec une fluidité parfaite, demandant à Céleste de lire un texte médical, puis d'expliquer sa signification en français. Elle lui tendit un document. Céleste prit le papier. C'était un texte médical complexe sur des procédures cardiovasculaires, rempli d'une terminologie technique qui ferait transpirer n'importe quel traducteur professionnel. La salle retenait son souffle. Céleste lut le document en silence pendant 30 secondes. Puis, sans hésiter, elle commença à parler en mandarin fluide. Sa prononciation impeccable, ses tons précis. Non seulement elle lut le texte, mais elle l'expliqua, ajoutant un contexte culturel sur la façon dont certains termes médicaux chinois diffèrent en concept des occidentaux. Puis elle passa au français sans pause, traduisant non seulement les mots, mais le sens profond, expliquant les implications médicales, avec un niveau de détail qui laissa bouche bée même la professeure Sato. La professeure murmura quelque chose en mandarin à Mercier, commentant que la prononciation de Céleste était parfaite et impossible pour quelqu'un sans formation formelle. « Je sais », Céleste répondit dans la même langue, regardant directement Sato. Puis elle passa au français. « Parce que j'ai appris de la famille Chen, des diplomates qui ont vécu 6 ans à Pékin. Leur petite fille m'a enseigné non seulement la langue, mais les chansons, les jeux, les façons de penser. La langue n'est pas seulement des mots, professeur, c'est une âme. » Un murmure parcourut la salle. Le journaliste Jean-Luc Duval griffonnait frénétiquement sur son carnet. C'était de l'or journalistique. « Langue suivante », dit Mercier brusquement, manifestement mal à l'aise avec ce qu'il venait de voir. « Allemand. Professeur Klaus Richter. » Richter était un homme corpulent avec une barbe blonde et une expression sévère typiquement germanique. Il se leva et parla en allemand très fermé, avec un accent délibérément compliqué, demandant à Céleste d'expliquer les clauses d'un contrat légal et ses implications juridiques. Il lui tendit un contrat légal dense, rempli de jargon juridique allemand, que même des avocats natifs trouveraient difficile. Céleste le lut, et encore une fois, sa réponse fut plus que parfaite. Non seulement elle traduisit, mais elle identifia des problèmes légaux potentiels dans le contrat, signala des ambiguïtés linguistiques qui pourraient causer des litiges, et fit tout cela en alternant fluidement entre l'allemand et le français. Richter la regardait avec un mélange d'étonnement et de perplexité. Il lui demanda en allemand où elle avait appris tout cela. Céleste répondit en allemand fluide avant de traduire en français. De la famille Schneider. Monsieur Schneider était avocat international. Sa femme me faisait asseoir dans son bureau pendant qu'il travaillait. J'avais 10 ans et je lisais ses contrats pendant qu'il pensait que je ne faisais que dessiner. J'ai appris que l'allemand juridique est comme un puzzle où chaque mot a un poids exact. Maître Isabelle Dupont observait avec les larmes aux yeux. C'était plus que ce qu'elle avait espéré. Céleste ne démontrait pas seulement sa compétence, elle démontrait sa maîtrise. Arabe. Mercier cracha pratiquement le mot. Professeur Laila Benali. Benali était une femme élégante avec une expression intelligente et calculatrice. Elle parla en arabe classique, le type utilisé dans les textes religieux et académiques, délibérément archaïque et complexe. Elle demanda à Céleste de lire un texte religieux et d'expliquer sa signification philosophique profonde. C'était un texte avec des commentaires philosophiques complexes. Céleste ferma les yeux un instant, et quand elle les rouvrit, il y avait quelque chose de différent dans son expression. Elle commença à réciter en arabe, sa voix prenant cette cadence mélodique particulière de la langue bien parlée. Non seulement elle traduisit le texte, mais elle expliqua les multiples couches d'interprétation, les références historiques, les débats théologiques que le passage avait générés pendant des siècles. Elle parla de la façon dont l'arabe classique diffère de l'arabe moderne, de la poésie inhérente à chaque vers. Benali se leva, visiblement ému. Comment est-ce possible? Cela demande des années d'études théologiques. Famille Al-Rahman. Céleste répondit doucement en français. Le père était imam. Il m'a enseigné que l'arabe n'est pas seulement une langue, c'est une façon de voir l'univers, que chaque mot a une racine, une histoire, une connexion avec d'autres mots. C'est une langue qui respire la poésie. Le juge Moreau ne se recroquevillait plus sur sa chaise, il était penché en avant. Son expression avait changé de la moquerie à quelque chose qui aurait pu être un respect involontaire. L'un après l'autre, les professeurs présentèrent leurs défis. Le russe avec le professeur Dimitri Petrov, qui lui demanda de réciter de la littérature classique et d'expliquer un symbolisme littéraire complexe. Le français avec une terminologie culinaire et œnologique si spécifique que seul un sommelier ou un chef professionnel la connaîtrait. L'italien avec l'opéra et la musique. Le portugais brésilien avec des expressions régionales complexes. Le japonais avec des systèmes d'écriture multiples.
le coréen avec des niveaux de formalité complexes. Chaque fois, Céleste non seulement réussissait, mais dépassait les attentes et, chaque fois, ajoutait cette dimension personnelle, cette histoire d'apprentissage qui révélait non seulement des connaissances techniques, mais une compréhension profonde et un amour sincère pour chaque langue. Lorsque le professeur Petrov lui demanda d'expliquer un passage de la littérature russe classique, Céleste non seulement traduisit les mots, mais captura l'âme mélancolique du texte, expliquant des contextes historiques et émotionnels que seule une personne véritablement immergée dans la culture russe pourrait comprendre. La famille Ivanov, expliqua-t-elle. Monsieur Ivanov était professeur de littérature. Il me lisait Dostoïevski pendant que sa femme préparait le borsch. J'avais 12 ans et je pleurais avec les histoires. Il me disait que si l'on ne peut pas ressentir la souffrance russe dans les mots, on ne lit pas vraiment les maîtres. La professeure qui évaluait le français lui présenta un texte sur les vins avec une terminologie si spécialisée qu'il semblait conçu pour faire échouer même des traducteurs professionnels. Céleste non seulement identifia chaque cépage, chaque région viticole mentionnée, mais elle expliqua les subtilités culturelles de pourquoi certains mots français pour décrire le vin n'ont pas de traduction exacte en espagnol. Monsieur Dubois était sommelier, expliqua-t-elle avec un sourire nostalgique. Il me laissait sentir les vins pendant qu'il travaillait. Il disait que le français du vin est une poésie liquide. Chaque mot évoque la terre, le soleil, le temps. Il ne se traduit pas, il se sent. Mais alors vint le moment qui allait tout changer. La dernière langue était l'hébreu. Mercier, qui maîtrisait également l'hébreu, en plus du français, se leva personnellement pour cette évaluation. Il avait gardé ce qu'il considérait comme son coup de maître pour la fin. « Mademoiselle Dubois », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce dernier texte est particulièrement difficile. C'est un ancien traité philosophique sur l'éthique et la justice, extrêmement complexe même pour des érudits dédiés. » Il lui tendit le document. Céleste commença à lire, et soudain son expression changea. Ce n'était pas de la confusion ou de la difficulté, c'était de la reconnaissance. « Professeur Mercier, dit-elle lentement, ce texte, je connais ce texte. Vous le connaissez ?» Mercier sourit avec suffisance. « Je doute fort que vous ayez eu accès à d'anciens manuscrits philosophiques hébreux. »« Non, le manuscrit. » Céleste leva les yeux, ses yeux brillants de quelque chose de dangereux. « Je connais la traduction, parce que je l'ai faite. » Le silence qui tomba dans la salle fut absolu. Même le système de ventilation sembla cesser de faire du bruit. « Pardonnez-moi », Mercier cligna des yeux. Céleste désigna le document. « Il y a 6 ans, quand j'avais 17 ans, je travaillais pour un service de traduction en ligne sous pseudonyme. Un client anonyme a demandé la traduction de ce traité philosophique de l'hébreu ancien vers le français moderne. Il a bien payé, mais a demandé un anonymat complet. J'ai passé 3 semaines à travailler là-dessus, recherchant chaque mot, chaque concept. C'était l'un de mes premiers travaux professionnels. » Elle se tourna vers Mercier, sa voix gagnant en force. « Et vous, professeur Mercier, avez publié un article académique il y a 4 ans, intitulé « Nouvelles interprétations de textes éthiques hébreux ». J'ai lu cet article. Vous avez utilisé ma traduction mot pour mot sans me créditer. La salle éclata en murmures scandalisés. Mercier pâlit visiblement. « C'est une accusation absurde, bégaya-t-il. Avez-vous des preuves ? J'ai tous mes fichiers de travail. » Céleste répondit calmement. Y compris les notes de traduction, les versions préliminaires, la correspondance avec le client. Tout est enregistré sur mon ordinateur, le même ordinateur qui est en possession du parquet comme preuve. Maître Isabelle Dupont se leva d'un bond. « Votre honneur, je demande un accès immédiat à ces fichiers numériques. Si ce que ma cliente dit est vrai, cela ne démontre pas seulement sa compétence, mais expose un plagiat académique. » Le procureur Delacroix semblait un animal acculé. « Votre honneur, c'est une distraction. Ce n'est pas pertinent pour l'affaire. »« Ce n'est pas pertinent ?» Moreau retrouva enfin sa voix. « Monsieur Delacroix, si l'accusé peut démontrer que l'un des évaluateurs que j'ai choisi a utilisé son travail sans crédit, c'est extrêmement pertinent pour cette affaire. Cela montre qu'elle n'est pas seulement compétente, mais qu'elle l'est depuis des années. » Il se tourna vers Mercier, son expression maintenant froide. « Professeur Mercier, avez-vous quelque chose à dire ?» Mercier ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau. Les autres professeurs le regardaient avec des mélanges de choc et de dégoût. Dans le monde universitaire, le plagiat était le péché impardonnable. J'ai reçu cette traduction d'un collègue. Je ne savais pas qu'elle venait d'un service en ligne. J'ai supposé que c'était un travail public. Vous avez supposé ? La professeure Benali se leva, sa voix coupante. Professeur Mercier, le protocole académique exige de vérifier la source de tout matériel. C'est la base. Le professeur Richter
ajouta d'un ton sévère. Si c'est vrai, l'université de la Sorbonne devra mener une enquête formelle. Moreau frappa son marteau. Ordre. Huissier Lefebvre. Apportez l'ordinateur de la preuve. Maintenant. Tandis qu'ils attendaient, Céleste resta debout, son cœur battant fort, mais son expression tranquille. Elle avait attendu 6 ans pour ce moment. 6 ans depuis qu'elle avait vu son travail publié sous le nom d'un autre. Elle n'avait jamais pensé que la justice arriverait de cette manière, mais la vie avait d'étranges façons de boucler les cercles. Lefebvre revint avec l'ordinateur portable dans un sac de preuves. Le technicien de la cour l'alluma, et sous supervision judiciaire, Isabelle navigua jusqu'au fichier que Céleste indiquait. Tout y était. Les versions préliminaires de la traduction dataient de 6 ans auparavant. Les notes détaillées, expliquant chaque décision de traduction, les courriels avec le client et le plus accablant, la version finale, identique mot pour mot à celle que Mercier avait publiée dans son article prétendument original. Moreau examina les fichiers personnellement, son expression devenant plus sombre à chaque document qu'il révisait. Finalement, il leva les yeux vers Mercier. « Professeur, je vous suggère fortement de contacter votre syndicat. Vous aurez besoin d'une représentation légale. » Il se tourna vers les 9 autres professeurs. « Quelqu'un d'autre a-t-il des doutes sur la compétence linguistique de Mademoiselle Dubois ?» Un par un. Chaque professeur secoua la tête. La professeure Ben Ali se leva même. « Votre honneur, en 20 ans d'évaluation de compétences linguistiques, je n'ai jamais vu quelqu'un avec la maîtrise que cette jeune femme a démontré aujourd'hui. Non seulement elle parle ces langues, elle les vit. Elle les comprend à des niveaux auxquels la plupart des universitaires ne peuvent qu'aspirer. Et elle l'a fait sans ressources, sans privilèges, juste avec détermination et un amour sincère pour l'apprentissage. » Les mots de Ben Ali résonnèrent dans la salle. Moreau se recroquevilla sur sa chaise, passant une main sur son visage. Pour la première fois depuis des décennies, il semblait véritablement incertain de la marche à suivre. « Monsieur Delacroix, dit-il finalement, avez-vous autre chose à présenter ?» Le procureur se leva lentement. Il savait qu'il avait perdu. « Votre honneur, à la lumière de ces développements, et considérant que 2 des 3 clients plaignants ont retiré leurs accusations et avoué avoir menti sous pression d'entreprise, le parquet demande le retrait de toutes les accusations. » Le murmure dans la salle se transforma en un rugissement. Moreau frappa son marteau à plusieurs reprises. « Ordre, ordre dans ma salle. » Quand le silence revint, Moreau regarda Céleste un long moment. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qui n'y avait jamais été auparavant. « Je m'excuse, mademoiselle Dubois, » commença-t-il, sa voix inhabituellement douce. « Cette cour vous doit des excuses. Je vous dois des excuses. J'ai permis que les préjugés obscurcissent mon jugement. J'ai supposé que le talent extraordinaire nécessitait une validation institutionnelle, alors que vous avez démontré que le vrai talent transcende les institutions. » Il marqua une pause, comme si les mots suivants lui coûtaient un effort physique à prononcer. « Toutes les accusations portées contre vous sont retirées. Vous êtes libre de toute accusation. De plus, j'ordonne que votre ordinateur et tous vos effets personnels vous soient restitués immédiatement. » Il frappa le marteau, une dernière fois. « Cette affaire est close. » La salle éclata en applaudissements. Isabelle embrassait Céleste, toutes deux en larmes. Les journalistes couraient vers les sorties pour publier la nouvelle. Les professeurs entouraient Céleste, lui offrant des excuses, des offres d'emploi, des opportunités académiques. Mais Céleste ne pouvait penser qu'à une chose. Enfin, après toute une vie passée à être sous-estimée, le monde avait écouté sa voix, et cette voix avait parlé en 11 langues. Les portes du centre de détention Nouvelle Espérance s'ouvrirent avec un grincement métallique qui sonna comme une musique céleste. Céleste fit son premier pas en tant que femme libre après des jours qui avaient semblé des années. Le soleil de l'après-midi frappa son visage avec une intensité qui la fit presque reculer. Liberté, vindication, justice. Mais la scène qui l'attendait dehors n'était pas la tranquillité qu'elle avait imaginée. Des dizaines de journalistes se précipitèrent sur elle comme des vagues se brisant contre le rivage, les caméras clignotant, les microphones s'étendant comme des tentacules, des voix criant des questions qui se mêlaient dans un chaos incompréhensible. « Mademoiselle Dubois, comment vous sentez-vous? Céleste va-t-elle poursuivre le juge Moreau? Parlez-nous du professeur Mercier. Est-il vrai que vous parlez 11 langues? » Isabelle apparut à ses côtés, formant un bouclier protecteur avec son corps, tandis qu'elle tentait de se frayer un chemin vers le véhicule qui attendait. Mais avant qu'elle ne puisse avancer de 2 mètres, une femme élégante s'interposa directement sur leur chemin. Elle était d'une stature imposante, aux cheveux argentés, parfaitement coiffée, vêtue d'un tailleur qui criait puissance et argent. Catherine Leclerc,
selon l'identification d'entreprise qu'elle portait autour du cou, PDG de Service de traduction mondiale Leclerc. Mademoiselle Dubois. Sa voix coupa le bruit ambiant avec une autorité naturelle. Je suis Catherine Leclerc. J'ai besoin de vous parler maintenant. Madame Leclerc, ma cliente vient d'être libérée, intervint Isabelle. Ce n'est pas le moment approprié. Je comprends parfaitement. Mais ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre. Leclerc regarda directement Céleste, ignorant complètement Isabelle. Votre affaire a généré une attention internationale. J'ai 17 offres d'emploi de différents pays pour vous et quelque chose de plus important, des informations sur votre grand-mère, que je pense que vous voudrez entendre. Céleste s'arrêta net. Ma grand-mère? Que savez-vous de ma grand-mère? Non, pas ici. Leclerc désigna une limousine noire garée discrètement à un demi-pâté de maison. 5 minutes de votre temps. Si après vous voulez partir, je vous accompagnerai personnellement où vous le souhaitez. Isabelle serra le bras de Céleste en guise d'avertissement, mais il y avait quelque chose dans les yeux de Leclerc qui n'était pas menaçant. C'était de l'urgence mêlée de respect. D'accord, Céleste accepta. 5 minutes. À l'intérieur de la limousine, loin du chaos des journalistes, Leclerc lui tendit un dossier en cuir. Il y a 20 ans, j'étais directrice des ressources humaines dans l'une des agences de traduction les plus prestigieuses du pays. Votre grand-mère, Lucie Dubois, a postulé pour un poste. Nous l'avons rejetée. Céleste sentit une pointe de douleur dans la poitrine. Pourquoi me racontez-vous cela? Parce que nous avons commis la même erreur que le système a commise avec vous. Lucie parlait 6 langues couramment, mais elle n'avait pas de diplômes universitaires. Nous l'avons rejetée sans même l'évaluer correctement. Elle m'a écrit une lettre après cet entretien, une lettre que j'ai gardée pendant 2 décennies parce que j'avais trop honte de la relire. Leclerc sortit une enveloppe jaunie du dossier. L'écriture était celle de sa grand-mère. Céleste la reconnaîtrait n'importe où. Lisez-la. Leclerc insista. Avec des mains tremblantes, Céleste ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Les mots de sa grand-mère jaillissaient de la page comme une rivière de sagesse et de douleur. Chère Madame Leclerc, je ne vous blâme pas de m'avoir rejeté. Le monde fonctionne avec des papiers, pas avec des capacités. Mais je veux que vous sachiez que je consacrerai ma vie à m'assurer que ma petite fille n'ait jamais à mendier des opportunités qu'elle mérite. Je lui enseignerai tout ce que je sais, et un jour, quand elle réussira, j'espère que vous vous souviendrez que le talent n'a pas besoin de validation externe pour être réel. Céleste termina de lire, les larmes coulant sur ses joues. Sa grand-mère avait toujours su, avait toujours prévu de la préparer pour un monde qui les rejetterait toutes les deux. Quand j'ai vu votre affaire aux informations, continua Leclerc d'une voix douce, j'ai su immédiatement qui vous étiez, la petite fille de Lucie, la jeune fille dont elle m'avait parlé dans cette lettre, et j'ai réalisé que j'avais l'opportunité de corriger une erreur que j'avais commise il y a 2 décennies. Que voulez-vous de moi? Demanda Céleste directement. Je veux vous embaucher non pas comme traductrice ordinaire, mais comme directrice des talents non conventionnels. Votre travail sera d'identifier et de recruter des personnes comme vous, des personnes avec des compétences extraordinaires, mais sans les qualifications traditionnelles, des personnes que le système ignore. L'offre était tentante, presque trop belle pour être vraie, mais quelque chose dans l'expression de Leclerc disait à Céleste qu'il y avait plus. Quoi d'autre? Elle insista. Leclerc sourit légèrement. Vous êtes perspicace. Bien, il y a autre chose. Votre grand-mère a travaillé pour de nombreuses familles de diplomates, comme vous le savez, mais il y a une famille en particulier. Les Kensington, pour qui elle a travaillé pendant les 5 dernières années de sa vie, étaient des diplomates britanniques. Ils ont quitté le pays brusquement il y a 3 ans et ils ont laissé quelque chose pour vous, quelque chose que votre grand-mère leur a demandé de garder jusqu'à ce que vous soyez prête. This God is a proudy amino inisifan. Content first every, because of Rawa. Monsieur Kensington m'a contacté hier après avoir vu votre affaire aux informations. Il est en ville, il veut vous rencontrer. Avant que Céleste ne puisse répondre, son téléphone, fraîchement restitué par la police, commença à sonner incessamment. Appel manqué, message texte, notification de réseaux sociaux qui explosaient. Un message en particulier attira son attention. Il provenait d'un numéro inconnu avec un préfixe international. Mademoiselle Dubois, je suis l'agent Samuel Durand de l'Organisation internationale des réfugiés. Votre histoire a résonné auprès de millions de personnes. Nous avons une proposition qui pourrait changer des vies. Veuillez me contacter d'urgence. Isabelle, qui avait examiné son propre téléphone, leva les yeux avec une expression de choc. Céleste, vous devez voir ça. Elle lui montra son écran. La vidéo de l'audience était devenue virale. Plus de 15 millions de vues en moins de 6 heures. Le hashtag Justice pour Céleste était tendance mondiale.
Mais ce n'était pas seulement cela. Il y avait une autre vidéo, publiée à peine quelques minutes auparavant. Quelqu'un avait divulgué les enregistrements de sécurité du centre de détention. On y voyait clairement Céleste étudier toute la nuit, murmurant dans différentes langues, se préparant avec une détermination qui frôlait le surhumain. « Le monde entier parle de vous », murmura Isabelle. « Vous êtes un symbole maintenant. »« Je ne veux pas être un symbole. » Céleste répondit d'une voix fatiguée. « Je veux juste vivre ma vie. »« Trop tard pour ça », intervint Leclerc pragmatiquement. « Maintenant, vous avez une plateforme. La question est, qu'allez-vous en faire ?» Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un numéro que Céleste reconnaissait. « Chantal, sa co-détenue. Céleste, j'ai besoin que vous veniez. C'est urgent, Céleste. Que se passe-t-il? C'est à propos du directeur du centre. Il s'avère qu'il a aussi des secrets. Et je crois qu'ils sont liés à votre grand-mère. Mais je ne peux pas parler au téléphone, vous devez venir. » L'appel fut coupé brusquement. Céleste regarda Isabelle avec une alarme croissante. Quelque chose ne va pas. Chantal avait l'air effrayée. Avant qu'elle ne puisse décider quoi faire, une autre figure apparut à la fenêtre de la limousine. Un homme âgé d'une 60aine d'années, avec une expression douce mais urgente, frappa doucement à la vitre. Leclerc baissa la vitre. « Docteur Roussel. »« Madame Leclerc, merci de m'avoir contacté. » L'homme parla avec un accent britannique raffiné. « Mademoiselle Dubois, je suis Bernard Roussel. J'ai travaillé comme médecin personnel de la famille Kensington pendant des années. J'ai aussi soigné votre grand-mère Lucie dans ces derniers mois. » Céleste sortit de la limousine, sentant que le monde tournait trop vite. « Vous avez connu ma grand-mère ? Je l'ai très bien connue, et il y a des choses sur sa mort que vous devez savoir. Des choses qu'elle m'a fait promettre de vous dire quand le moment serait venu. Quelles choses ? Le docteur. Roussel regarda nerveusement autour de lui. « Pas ici. Il y a des personnes qui préféreraient que certaines informations restent enterrées. Votre grand-mère n'est pas morte d'une simple crise cardiaque, mademoiselle Dubois. Il y avait des complications qu'elle a gardées secrètes. Des complications liées à quelque chose qu'elle a découvert en travaillant pour les Kensington. » Le cœur de Céleste commença à battre fort. Qu'a-t-elle découvert ? Des documents, des informations sensibles sur des réseaux de trafic qui utilisaient des familles diplomatiques comme couverture. Votre grand-mère les a signalés aux autorités compétentes, mais elle est morte avant de pouvoir témoigner formellement. Le monde de Céleste s'arrêta. Vous dites que ma grand-mère a été. Je ne le sais pas avec certitude. Le docteur interrompit rapidement. Ce que je sais, c'est qu'elle a laissé des preuves sauvegardées, des preuves que les Kensington ont protégées après sa mort. Et maintenant que vous êtes sous les feux des projecteurs, il y a des gens qui voudront s'assurer que ces preuves ne voient jamais le jour. Isabelle se plaça protectrice aux côtés de Céleste. Docteur. Roussel, ce sont de graves accusations. Avez-vous des preuves? J'ai les dossiers médicaux complets de Lucie et j'ai les lettres qu'elle m'a écrites dans ces derniers jours. Des lettres où elle mentionne spécifiquement que si quelque chose lui arrivait, je devais contacter sa petite fille quand elle serait suffisamment forte pour gérer la vérité. Il sortit une épaisse enveloppe de sa mallette. Ceci n'est que le début, mademoiselle Dubois. Votre grand-mère a tout documenté méticuleusement. Nom, date, route de trafic. Elle a tout conservé dans un coffre-fort dans une banque internationale, et vous êtes la seule personne autorisée à l'ouvrir. Céleste prit l'enveloppe, sentant son poids non seulement physique, mais émotionnel. Où se trouve ce coffre? Genève, Suisse, Banque internationale, Helvetia. Votre grand-mère m'a donné les instructions exactes avant de mourir. Elle a dit, quand Céleste montrera au monde de quoi elle est capable, quand elle ne pourra plus être ignorée ou réduite au silence, alors elle sera prête à connaître toute la vérité. Les mots résonnèrent dans le silence de la limousine. Toute sa vie. Céleste avait pensé que sa grand-mère était simplement une employée de maison qui aimait les langues. Mais maintenant, elle découvrait qu'elle avait été bien plus. Une femme qui avait vu des injustices et avait eu le courage de les affronter, même en connaissant le prix qu'elle pourrait payer. Y a-t-il autre chose? Le docteur. Roussel ajouta, son expression devenant encore plus sérieuse. Le troisième client qui vous a accusé, celui qui n'a jamais retiré ses accusations, son nom est Charles Bertrand. Il travaille pour une corporation de sécurité privée avec des connexions profondes dans les cercles diplomatiques. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence qu'il soit le seul à avoir maintenu les accusations jusqu'au bout. Suggérez-vous que mon accusation a été orchestrée? Céleste sentit un frisson parcourir son dos. Je suggère que lorsque votre affaire est devenue publique, certaines personnes ont vu une opportunité de vous discréditer avant que vous ne puissiez devenir un problème. Avant que vous ne puissiez découvrir ce que votre grand-mère savait. Isabelle saisit son téléphone. «
Nous avons besoin d'une protection policière maintenant. » Mais avant qu'elle ne puisse passer l'appel, une camionnette noire s'arrêta brusquement devant la limousine. Un homme d'âge moyen en descendit, expression sérieuse, identification fédérale pendue à son cou. « Je suis l'agent Samuel Durand, mademoiselle Dubois. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Votre vie peut être en danger. »« Comment saviez-vous où me trouver ?» Céleste demanda, son instinct de survie s'activant. « Parce que nous surveillons les communications liées à votre affaire et nous venons d'intercepter une conversation très préoccupante. Il y a un contrat actif sur vous. Quelqu'un veut s'assurer que vous n'arrivez jamais à Genève. » Le monde que Céleste venait de retrouver était sur le point de devenir beaucoup plus dangereux, et les réponses qu'elle cherchait étaient à des milliers de kilomètres, dans un coffre-fort qui contenait des secrets que quelqu'un était prêt à tuer pour protéger. La décision fut instantanée. Céleste regarda l'agent Durand droit dans les yeux. « Je n'irai nulle part tant que je n'aurai pas parlé à Chantal. Elle a besoin de moi. »« Mademoiselle Dubois, vous ne comprenez pas la gravité, » insista Durand. « Il y a des personnes dangereuses qui vous cherchent en ce moment, et il y a une amie qui a tout risqué pour m'aider quand personne d'autre ne le ferait. » Céleste répondit avec fermeté. « Je ne l'abandonnerai pas maintenant. » Isabelle lui toucha le bras. « Céleste, devriez-vous écouter l'agent. J'irai avec vous. » Le docteur Roussel intervint inopinément. « S'il y a un lien entre le directeur du centre et ce que votre grand-mère a découvert, vous devez le savoir, et je peux vous aider à vous protéger. » Leclerc ferma son téléphone. « J'ai des contacts en sécurité privée. Je peux avoir une équipe sur place en 10 minutes. » Durand soupira, reconnaissant qu'il avait perdu cette bataille. « Très bien, mais je viens avec vous et si je vois quelque chose de suspect, nous partons immédiatement. » 15 minutes plus tard, ils étaient de retour au centre de détention Nouvelle-Espérance. Le bâtiment que Céleste avait quitté avec soulagement l'accueillait maintenant avec un sentiment de menace qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Les lumières fluorescentes clignotaient, projetant des ombres inquiétantes dans les couloirs blancs. L'officière Daniela Cortés, une jeune gardienne à l'expression aimable qui avait toujours été douce avec Céleste, les attendait à l'entrée. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue, » murmura-t-elle nerveusement. Chantal est très agitée. Elle n'arrête pas de dire que le directeur a quelque chose à voir avec votre grand-mère. Je ne comprends pas ce que cela signifie, mais elle insiste pour ne parler qu'à vous. « Où est le directeur Fournier ?» demanda Durand d'un ton professionnel. « Dans son bureau. Il a passé des appels toute la journée. Depuis que l'affaire de mademoiselle Dubois est devenue virale, il est extrêmement nerveux, corté. » Les guida à travers des couloirs que Céleste connaissait trop bien. Quand elles arrivèrent à la cellule 47C, Chantal était assise sur sa couchette, les genoux serrés, avec une expression qui mêlait peur et détermination. Céleste se leva d'un bond quand la porte s'ouvrit. « Dieu merci, vous êtes venu. Je pensais que vous ne le feriez peu, être pas après tout ce que vous avez traversé ici. »« Indi soran hierra sansa. An hieransa sansa. An hieransa sansa. » « Chantal, que se passe-t-il? Qu'avez-vous découvert ?» Chantal regarda nerveusement les autres présents. Durand montra son identification fédérale. « Tout ce que vous direz ici est protégé. Si vous avez des informations pertinentes, nous avons besoin de les entendre. » Chantal respira profondément. « Il y a 2 jours, je nettoyais près du bureau du directeur Fournier. La porte était entr'ouverte, et j'ai entendu une conversation téléphonique. Il parlait à quelqu'un de Céleste. Il disait des choses comme « La vieille était un problème, et la petite fille ne peut pas savoir ce qu'elle a trouvé. » Le cœur de Céleste s'arrêta. « La vieille. Il parlait de ma grand-mère. C'est ce que j'ai pensé au début, mais je n'étais pas sûr. Puis, aujourd'hui, après votre libération, il était plus agité. Il a passé un autre appel. Cette fois, j'ai clairement entendu. Il a mentionné le nom Lucie Dubois et quelque chose à propos de documents qui n'auraient jamais dû arriver aux mains de sa petite fille. » Le docteur Roussel s'avança. « Chantal, a-t-il mentionné quelque chose sur les familles Kensington ou sur des réseaux internationaux ?»« Oui. » Chantal hocha vigoureusement la tête. Il a dit que les Kensington étaient stupides de garder ces papiers, qu'ils auraient dû les détruire quand ils en avaient eu l'occasion. Durand sortit son téléphone et commença à passer des appels urgents. Isabelle s'assit, son esprit travaillant à toute vitesse, traitant les implications légales. Mais Céleste ne pouvait ressentir qu'une chose, de la rage. La rage que sa grand-mère ait été mise en danger. La rage que sa mort n'ait pu être pas été naturelle. La rage que même maintenant, des années plus tard, les ombres du passé continuaient de les hanter. « J'ai besoin de lui parler », dit-elle d'une voix dangereusement calme. « J'ai besoin de parler à Fournier maintenant. »« Céleste, ce n'est pas prudent, » avertit Isabelle. « Je me fiche de la prudence. »
Céleste se tourna vers Durand. Vous êtes un agent fédéral, vous pouvez rendre cela officiel. J'ai besoin de réponses sur ma grand-mère. Durand réfléchit un instant. Puis il hocha la tête. Je poserai quelques questions. Mais vous venez avec moi. Et si cela devient dangereux, nous partons. Le bureau du directeur Marcel Fournier était au 3e étage. C'était un homme de corpulence épaisse, aux cheveux clairsemés et avec ce genre de nervosité que seule la culpabilité peut générer. Quand Durand entra, montrant son identification fédérale, la couleur s'échappa de son visage. « Agent, en quoi puis-je vous aider ?» Sa voix tremblait légèrement. « Directeur Fournier, j'ai quelques questions sur Lucie Dubois. » Le directeur cligna des yeux à plusieurs reprises. « Lucie Dubois? Je ne connais personne de ce nom. » Menteur. Céleste entra dans le bureau, ignorant la tentative de Durand de l'arrêter. « Ma grand-mère a travaillé au nettoyage de ce centre pendant sa dernière année de vie. Vous la connaissiez, et apparemment, vous saviez aussi ce qu'elle avait découvert. » Fournier se leva brusquement. « Mademoiselle, je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. » Durand sortit son enregistreur. « J'ai des témoins qui vous ont entendu parler de la vieille et de documents. Voulez-vous m'expliquer cela ?» Le directeur commença à transpirer visiblement. Ses yeux volaient entre Durand, Céleste et la porte, comme un animal piégé cherchant à s'échapper. « Je ne faisais que travailler ici. Je ne savais rien de ce qu'elle faisait à l'extérieur. Mais vous saviez quelque chose. » Céleste se pencha sur le bureau. « Ma grand-mère est morte il y a 2 ans. Sa mort a été soudaine, commode, juste avant qu'elle ne puisse témoigner de ce qu'elle avait découvert. Je n'ai rien eu à voir avec sa mort. » Fournier cria, perdant son sang-froid. C'était son cœur. Les médecins l'ont dit. Alors vous la connaissiez. Durand observa froidement. Il y a un instant, vous avez dit que vous ne connaissiez personne de ce nom. Fournier s'effondra sur sa chaise. Vaincu. D'accord. J'ai connu Lucie. Elle a travaillé ici au nettoyage pendant des mois. C'était une bonne femme, silencieuse. Mais un jour, elle est venue me voir avec des informations dangereuses. Quelles informations? Céleste sentit des larmes menacées de couler, mais elle les retint avec force de volonté. Elle a dit que, en travaillant pour les familles diplomatiques, elle avait vu des choses. Des documents sur des personnes déplacées illégalement. Des familles utilisées comme couverture pour des opérations criminelles. Elle m'a montré des copies. Elle m'a demandé de l'aider à le signaler aux autorités compétentes. Et l'avez-vous fait? Fournier baissa les yeux, incapable de regarder Céleste dans les yeux. Je lui ai dit que je le ferais, mais j'avais peur. Les personnes impliquées étaient puissantes. Elles avaient des connexions. Elles avaient de l'argent. Alors j'ai signalé ses intentions à quelqu'un d'autre. Le silence qui tomba dans le bureau fut plus lourd que toute accusation verbale. « Vous l'avez trahi !» Céleste murmura les mots à peine audibles. « Ma grand-mère vous a fait confiance et vous l'avez vendue. Je ne savais pas ce qu'ils allaient faire. » Fournier sanglotait ouvertement maintenant. « On m'a seulement dit qu'il la surveillerait, qu'il s'assurerait qu'elle ne causerait pas de problème. Je n'ai jamais pensé qu'il la tuerait. » Céleste termina la phrase. « Je ne sais pas s'ils l'ont fait. » Fournier sanglotait ouvertement maintenant. Sa mort a été naturelle selon tous les rapports. Mais je me suis toujours demandé. J'ai toujours vécu avec ce doute. Durand était déjà au téléphone, demandant des équipes légistes, des mandats d'arrêt, des enquêtes complètes. Mais Céleste pouvait à peine entendre autre chose que le rugissement du sang dans ses oreilles. Le docteur Roussel posa une main douce sur son épaule. « Céleste, y a-t-il autre chose que vous devez savoir? Quelque chose que votre grand-mère m'a donné avant de mourir ?» De sa mallette. Il sortit une petite enveloppe usée par le temps. « Elle m'a demandé de vous la donner quand vous seriez prête. Je crois que c'est le moment. » Avec des mains tremblantes, Céleste ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite de la main de sa grand-mère. La même écriture qu'elle avait vue dans des livres de cuisine, sur des notes de course, dans des messages d'amour maternel. « Ma chère Céleste, » commençait-elle, « si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus avec toi. Cela signifie que le docteur Roussel a tenu sa promesse, et cela signifie que tu es enfin assez forte pour connaître toute la vérité. Pendant toute ta vie, je t'ai appris les langues. Je t'ai appris que les mots ont du pouvoir, que la communication construit des ponts, que comprendre les autres, c'est comprendre le monde. Mais je ne t'ai jamais dit pourquoi c'était si important pour moi que tu apprennes. Quand j'étais jeune, j'ai été témoin d'injustices que je ne pouvais arrêter. J'ai vu des gens exploités, des familles séparées, des innocents blessés. Et je ne pouvais rien faire parce que je n'avais pas de pouvoir, je n'avais pas de voix, je n'avais aucun moyen d'être entendu. Mais toi, mon amour, tu as quelque chose que je n'ai jamais eu. Tu as le don des langues.
Tu peux parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Tu peux traduire non seulement des mots, mais des injustices en justice, le silence en vérité. Les documents que j'ai laissés à Genève ne sont pas seulement des preuves de crime. Ce sont les voix de personnes qui ont besoin d'être entendues, et tu es la seule qui peut leur donner cette voix. Je sais que le chemin sera difficile. Je sais qu'il y aura des gens qui tenteront de te réduire au silence comme ils ont tenté de me réduire au silence. Mais je sais aussi que tu es plus forte que je ne l'ai jamais été. Parce que non seulement tu as la connaissance, tu as le courage. Ne pleure pas pour moi, ma petite. Si mon cœur s'arrête avant que je ne puisse voir ton triomphe, je saurai que c'était parce qu'il a tout donné pour te préparer. Et c'est suffisant. Chaque langue que je t'ai enseignée, chaque histoire que j'ai partagée, chaque moment que nous avons passé ensemble, te préparait pour ce moment, pour quand le monde t'écouterait enfin. Maintenant, va à Genève, ouvre ce coffre, raconte ces histoires, donne une voix aux silencieux, et quand tu le feras, tu sauras que ta grand-mère est fière, non pas parce que tu parles 10 langues ou 20, mais parce que tu as choisi d'utiliser ton don pour quelque chose de plus grand que toi. Je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimée. Je t'aimerai toujours. Ta grand-mère, Lucie. Céleste termina de lire, et les larmes qu'elle avait retenues pendant des jours coulèrent enfin librement. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, mais de compréhension, de but, d'amour, qui transcendaient même la mort. Chantal l'embrassa, pleurant aussi. Isabelle avait les larmes coulant sur ses joues. Même Durand, l'agent fédéral endurci, dut s'essuyer discrètement les yeux. Le docteur Roussel parla doucement. Votre grand-mère savait que son temps était limité. Son cœur était faible, et le stress de ce qu'elle avait découvert l'a aggravé. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à documenter, à recueillir des preuves, à se battre parce qu'elle savait que vous continueriez son travail. Céleste plia soigneusement la lettre, la serrant contre sa poitrine comme si c'était l'étreinte de sa grand-mère. « J'irai à Genève », dit-elle d'une voix claire malgré les larmes. « Je finirai ce qu'elle a commencé. Vous n'irez pas seul. » Leclerc entra dans le bureau, son expression déterminée. « Mon entreprise a des bureaux en Suisse. Vous aurez toute la protection et les ressources dont vous avez besoin. Et moi, je viens avec vous, » ajouta Isabelle, en tant qu'avocate et amie. « Moi aussi, » dit Chantal, étonnamment. « Je suis libérée dans 2 jours. Et après ce qu'ils ont fait à votre grand-mère, je veux aider. » Durand ferma son téléphone. « La DGSI est intéressée par cette affaire. Vous aurez une protection fédérale pendant le voyage. Et Fournier, il se tourna vers le directeur sanglotant, « Vous êtes arrêté pour entrave à la justice et conspiration. » Tandis que Fournier était escorté hors de son bureau, menotté, Céleste sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était plus seulement une jeune femme essayant de prouver sa valeur. Elle était l'héritière d'un héritage de courage et de justice. Sa grand-mère avait planté des graines d'espoir sous forme de langue. Maintenant, ces graines avaient grandi en quelque chose de plus puissant, une voix qui ne pouvait être réduite au silence. À ce moment, le téléphone de Leclerc sonna. Elle répondit brièvement, son expression devenant sérieuse. C'était Madame Kensington. Elle est en ville. Elle dit qu'elle a quelque chose d'autre que votre grand-mère lui a laissé, quelque chose qu'elle n'a même pas confié à la banque. Elle veut vous rencontrer ce soir. Céleste hocha la tête. Chaque révélation la rapprochait de la compréhension complète de qui avait été sa grand-mère et de ce qu'elle avait sacrifié. « Alors allons-y », dit-elle. « Il n'y a plus de temps à perdre car quelque part, dans un coffre-fort à Genève, attendaient des vérités qui changeraient des vies. Et Céleste Dubois était prête à leur donner une voix. L'hôtel où séjournait Madame Margaret Kensington était de ces lieux qui murmuraient des histoires de vie vécues avec élégance et détermination. Céleste, accompagnée d'Isabelle, du docteur Roussel et de Catherine Leclerc, fut reçue dans une suite avec vue sur la ville illuminée. Margaret Kensington était une femme aux cheveux argentés parfaitement coiffés, aux yeux bleus qui avaient vu trop de monde, et à cette dignité qui ne vient que d'une vie dédiée à servir quelque chose de plus grand que soi-même. Quand elle vit Céleste, ses yeux se remplirent de larmes. « Vous êtes exactement comme elle avait dit que vous seriez. » Margaret murmura en prenant les mains de Céleste dans les siennes. « Lucie parlait de vous tous les jours. Elle disait que vous étiez son chef-d'œuvre, son héritage vivant. Madame Kensington, que savez-vous de ma grand-mère » Margaret les invita à s'asseoir. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle préparait du thé. « Votre grand-mère Lucie a travaillé pour ma famille pendant 5 ans. Elle n'était pas seulement notre employée. Elle faisait partie de notre famille. Mon mari était ambassadeur britannique et Lucie était avec nous à chaque destination. Mais ce que personne ne savait, c'est que Lucie avait un don spécial. Quel don? Elle pouvait lire les gens,
comprendre les intentions et sa connaissance des langues lui permettait d'écouter des conversations que d'autres croyaient privées. Margaret marqua une pause, ses yeux lointains avec des souvenirs. Une nuit, lors d'une réception diplomatique chez nous, Lucie servait quand elle a entendu une conversation en russe entre deux diplomates. Ils discutaient d'un réseau qui utilisait des familles diplomatiques comme couverture pour déplacer des personnes contre leur volonté. Le silence dans la pièce était absolu. Lucie est venue me voir cette nuit-là, tremblante. Elle m'a tout raconté. Mon mari et moi étions horrifiés. Il voulait le signaler immédiatement. Mais Lucie a insisté pour d'abord recueillir plus de preuves. Pendant des mois, elle a tout documenté méticuleusement. Nom, date, itinéraire. Elle utilisait sa position invisible pour être présente à des réunions où personne ne pensait qu'elle comprenait ce qu'il disait. Et pourquoi ne l'ont-ils pas signalé quand ils ont eu suffisamment de preuves? Margaret se leva et se dirigea vers un petit coffre sur la table, parce que nous avons découvert que le réseau avait des connexions à des niveaux élevés de plusieurs gouvernements. Nous ne savions pas à qui faire confiance. Puis, mon mari est mort. Crise cardiaque soudaine lors d'une réunion diplomatique. Sa voix se brisa. Officiellement, c'était son cœur, mais je me suis toujours posé la question. Juste avant de mourir, il avait dit qu'il était prêt à tout révéler, quelles qu'en soient les conséquences. Lucie a eu peur après cela, continua Margaret. Peur que la même chose lui arrive, mais pas peur pour elle, mais peur de vous laisser seule, Céleste. Alors elle m'a donné ceci. Elle ouvrit le coffre et m'a fait promettre de ne vous le remettre que lorsque vous seriez assez forte, quand le monde serait prêt à vous écouter. Andani Masha, Aramacha, Andanaf tu granto, Aramacha tu granto. Du coffre, elle sortit un petit disque dur externe et une épaisse enveloppe. Voici tout. Des enregistrements audio de réunions diplomatiques où ces opérations ont été discutées, des photographies, des documents originaux et, le plus important, des témoignages de victimes que Lucie a rencontrées et aidées en secret pendant des années. Céleste prit le disque avec des mains tremblantes. Il était petit, mais contenait le poids de vies entières. « Y a-t-il autre chose ?» Margaret ajouta doucement. « Le coffre à Genève contient les preuves documentaires. Mais ceci, elle désigna le disque, contient les voix, les vraies histoires de personnes qui ont été réduites au silence. Lucie les a enregistrées avec permission dans leur propre langue. Elle savait que vous seriez celle qui les traduirait enfin, celle qui leur donnerait une voix au monde. Cette nuit-là, Céleste dormit à peine. Avec des écouteurs, elle écouta heure après heure les enregistrements. Des voix en mandarin, en arabe, en russe, dans des langues qu'elle connaissait intimement. Des histoires de familles séparées, de promesses brisées, d'espoirs détruits. Et dans chaque enregistrement, à la fin, il y avait la voix de sa grand-mère, sa douce voix maternelle, promettant que leurs histoires seraient racontées. Quand l'aube arriva, Céleste avait des larmes sèches sur ses joues, mais un feu renouvelé dans son âme. Le vol pour Genève partit le lendemain. Céleste voyagea avec Isabelle, Chantal, qui avait été libérée comme promis, Catherine Leclerc, et une escorte de sécurité coordonnée par l'agent Durand. La DGSI avait découvert que Charles Bertrand, le troisième client, était en réalité un agent de sécurité privé, engagé pour discréditer Céleste, avant qu'elle ne devienne une voix publique. Il fut arrêté alors qu'il tentait de quitter le pays. Genève les accueillit avec des cieux gris, mais avec des promesses de justice. La banque internationale Helvetia était une forteresse de marbre et d'acier, conçue pour protéger les secrets pendant des générations. Dans une salle privée avec un notaire suisse présent, Céleste ouvrit le coffre-fort numéro 4721. À l'intérieur, il y avait des dossiers méticuleusement organisés, chacun étiqueté de l'écriture de sa grand-mère, avec des noms, des dates, des lieux. Mais ce qui frappa le plus Céleste fut de trouver au fond du coffre un album de photos, des photos d'elle-même au fil des ans. Son premier jour d'école, apprenant à écrire en arabe, lisant des livres en français, chaque photo portait une note de sa grand-mère au verso. La dernière photo était de Céleste à 16 ans, souriante, tenant un certificat d'un cours de traduction en ligne. La note disait « Le jour où j'ai su que tu étais prête, il ne manquait plus que le monde le soit aussi. » Céleste serra l'album contre sa poitrine, sanglotant. Isabelle l'étreignit, puis Chantal, puis toutes les personnes présentes. C'était un moment de douleur et d'amour, entrelacés si profondément qu'il n'y avait pas de mots dans aucune langue pour le décrire adéquatement. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Céleste, avec l'aide d'Isabelle et d'une équipe juridique internationale, présenta toutes les preuves à la Cour internationale de justice. L'affaire provoqua un séisme dans les cercles diplomatiques. 3 réseaux internationaux furent démantelés. 17 fonctionnaires corrompus furent arrêtés dans 6 pays différents. Mais plus important que les arrestations,
fut ce que Céleste fit avec les enregistrements. Elle créa un documentaire intitulé « Voix du silence ». Dans celui-ci, elle traduisit personnellement chaque témoignage, donnant une voix à ceux qui avaient été réduits au silence. Non seulement elle traduisit des mots, mais elle captura les émotions, les contextes culturels, l'humanité essentielle de chaque histoire. Le documentaire devint viral à l'échelle mondiale. Plus de 100 millions de vues la première semaine. Les gouvernements furent obligés de réagir. Les politiques changèrent. Des vies furent sauvées. L'ambassadeur Paul Lefebvre des Nations Unies contacta personnellement Céleste. « Mademoiselle Dubois, votre travail a mis en lumière des injustices que les gouvernements ont ignorées pendant des décennies. Au nom des Nations Unies, j'aimerais vous offrir un poste de traductrice spéciale des droits de l'homme. Votre travail serait de donner une voix aux personnes que le monde a besoin d'entendre. » Céleste accepta, mais à une condition, que le poste inclue un programme pour identifier et former d'autres jeunes talents sans qualification formelle. Le vrai talent, argua-t-elle, ne devrait pas avoir besoin de validation institutionnelle pour être reconnu. Sa proposition fut acceptée à l'unanimité. 6 mois plus tard, Céleste était debout dans le même tribunal où elle avait été humiliée. Mais cette fois, ce n'était pas en tant qu'accusée, mais en tant qu'oratrice invitée à une conférence internationale sur la justice linguistique. Le juge Alexandre Moreau était présent à l'audience. Il avait pris sa retraite anticipée après que sa gestion de l'affaire Céleste ait généré des enquêtes sur d'autres cas où il aurait pu laisser les préjugés affecter son jugement. À la fin de son discours, Moreau s'approcha d'elle. « Mademoiselle Dubois ». Sa voix était humble, si différente de l'homme arrogant qu'il avait été. « Il n'y a pas d'excuse suffisante pour la façon dont je vous ai traité, mais je veux que vous sachiez que votre affaire a changé ma vie. Elle m'a obligé à faire face à des préjugés que je ne savais même pas avoir. Je travaille maintenant avec le système judiciaire pour mettre en œuvre des réformes qui empêcheront d'autres juges de commettre les mêmes erreurs que moi. » « Juge Moreau, » Céleste répondit, « le pardon n'efface pas le mal, mais il ouvre des chemins vers quelque chose de meilleur. Votre reconnaissance signifie plus que vos excuses, car elle démontre que les gens peuvent changer, apprendre, grandir. » Ils se serrèrent la main et, dans ce geste, il y avait de la guérison, non seulement pour eux, mais comme symbole de ce que le système judiciaire pourrait devenir. Chantal avait reconstruit sa vie avec l'aide de Catherine Leclerc. Elle travaillait maintenant à la coordination de programmes de réhabilitation pour les personnes injustement incarcérées. « Vous m'avez donné de l'espoir quand je n'en avais pas », lui dit-elle à Céleste. « Maintenant, je veux donner le même espoir aux autres. » Maître Isabelle Dupont reçut une reconnaissance nationale comme avocate commise d'office de l'année, mais ce dont elle était le plus fière, ce n'était pas les prix, mais les lettres qu'elle recevait de clients reconnaissants. Inspiré par sa défense passionnée de Céleste, le professeur Antoine Mercier démissionna de son poste après qu'une enquête universitaire ait confirmé de multiples cas de plagiat. Sa chute servit d'avertissement aux autres universitaires sur l'importance de l'intégrité. David Lee, l'ingénieur qui avait eu le courage de confesser en premier, créa une fondation dédiée au soutien des talents non conventionnels. « Céleste m'a enseigné que l'honneur vaut plus que l'argent ou la position », expliqua-t-il dans une interview. Clara, la jeune fille du centre de détention qui avait risqué son travail pour aider Céleste, reçut une bourse complète pour étudier le travail social, parrainée par le programme que Céleste avait établi. 1 an après le jour où Céleste avait été arrêtée, elle se tenait devant le cimetière où sa grand-mère était enterrée. Elle avait voyagé de Genève spécifiquement pour ce moment. Elle déposa des fleurs fraîches sur la tombe et s'agenouilla. « Grand-mère », parla-t-elle doucement, « j'ai terminé ce que tu as commencé. Les voix que tu as aidé à protéger sont maintenant entendues par le monde entier. Les réseaux que tu as documentés ont été démantelés. Les personnes qui ont tenté de nous réduire au silence ont échoué. » Une douce brise agita les feuilles des arbres proches, comme si la nature elle-même écoutait. « Mais plus que cela, grand-mère, j'ai enfin compris pourquoi tu m'as enseigné toutes ces langues. Il ne s'agissait pas seulement de mots, il s'agissait d'empathie, de connexion, de comprendre que chaque personne, quelle que soit sa langue ou son origine, a une histoire qui mérite d'être entendue. » Céleste sortit l'album de photos de son sac, celui qu'elle avait trouvé dans le coffre-fort. Elle l'ouvrit à la dernière page où elle avait collé une nouvelle photo. C'était elle-même, debout devant les Nations Unies, entourée de personnes des 4 coins du monde, des personnes dont elle avait traduit les histoires, dont elle avait amplifié les voix. « Regarde, grand-mère, c'est ce que nous avons construit ensemble. Ton sacrifice n'a pas été vain. Ton héritage vit en chaque personne qui a maintenant une voix grâce à ce que tu m'as enseigné. » Tandis que le soleil se couchait, Céleste resta là,
ressentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Sa grand-mère avait semé des graines d'espoir sous forme de langue. Ces graines avaient grandi en un jardin de justice qui continuerait de fleurir longtemps après que toutes deux aient disparu. Le lendemain, Céleste donna son premier cours dans le programme qu'elle avait créé. 30 jeunes d'origines diverses, tous avec des talents extraordinaires, mais sans qualification formelle, la regardaient avec espoir et admiration. « Ma grand-mère avait l'habitude de me dire, commença Céleste, que le talent n'a pas besoin de certificat pour être réel. Il n'a besoin que d'opportunités pour briller. Vous êtes ici parce que chacun de vous a un don unique. Mon travail n'est pas de vous enseigner, mais de vous aider à reconnaître le pouvoir que vous avez déjà en vous. » Une jeune femme au premier rang leva la main. « Mademoiselle Dubois, comment savons-nous que nous sommes suffisamment bons ?» Céleste sourit en se souvenant quand elle-même avait posé cette question. « Pourquoi êtes-vous ici ? Parce que vous avez osé essayer quand le monde vous disait que vous ne pouviez pas. Cette détermination, ce courage, est plus précieux que n'importe quel diplôme universitaire. » Les mois se transformèrent en années. Le programme de Céleste grandit, s'étendant à 20 pays. Des milliers de jeunes talents trouvèrent des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues autrement. Certains devinrent traducteurs, d'autres médiateurs culturels, d'autres militants des droits de l'homme. Mais tous partageaient quelque chose en commun. La conviction que le vrai talent transcende les qualifications et que chaque voix, aussi silencieuse qu'elle ait pu être, mérite d'être entendue. Lors d'une cérémonie spéciale aux Nations Unies, Céleste reçut le prix international des droits de l'homme. Tandis qu'elle tenait la reconnaissance, elle pensa à toutes les personnes qui avaient rendu ce moment possible. Sa grand-mère, qui avait tout sacrifié. Chantal, qui avait cru en elle quand elle était au plus bas. Isabelle, qui s'était battue pour elle contre toute attente. David Lee, qui avait trouvé le courage de dire la vérité. Dans son discours d'acceptation, Céleste ne parla pas de ses réalisations, elle parla de sa grand-mère. Lucie Dubois n'a jamais eu de diplôme universitaire, n'a jamais reçu de reconnaissance officielle pour son travail. Mais elle a compris quelque chose que le monde commence à peine à apprendre, que la valeur d'une personne ne se mesure pas en certificat, mais en caractère, non en qualification, mais en courage. Sa voix se brisa légèrement d'émotion. Ce prix n'est pas le mien, il est à elle, il est à chaque personne qui a été sous-estimée, ignorée, réduite au silence. C'est un rappel que le talent extraordinaire peut venir de lieux ordinaires, et que parfois les personnes les plus puissantes sont celles que le monde n'a jamais remarquées. L'ovation qui suivit dura 5 minutes complètes. Des personnes du monde entier connectées virtuellement applaudissaient non seulement Céleste, mais toutes les Lucies du monde. Toutes les grand-mères, mères, travailleuses invisibles qui avaient planté des graines d'espoir sans savoir si elles fleuriraient un jour. Cette nuit-là, Céleste était dans son appartement à Genève, regardant la ville illuminée. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Mademoiselle Dubois, je suis Maria. J'ai 16 ans et je vis dans un petit village au Guatemala. J'ai vu votre documentaire. Je parle 5 langues que j'ai apprises des touristes qui visitaient mon village. Tout le monde me dit que c'est impossible que ce soit vrai, sans éducation formelle. Mais vous m'avez donné l'espoir que être, juste être, moi aussi je peux avoir un avenir. Puis-je postuler à votre programme ?» Céleste sourit, les larmes aux yeux. « Bien sûr que vous le pouvez, Maria. Racontez-moi votre histoire. » Et tandis qu'elle écoutait l'histoire de Maria, Céleste comprit que c'était le véritable héritage de sa grand-mère. Non pas les réseaux démantelés ou les prix reçus, mais chaque vie individuelle touchée, chaque talent reconnu, chaque voix enfin entendue. Le cycle continuait, l'espoir se multipliait, et quelque part, Céleste en était sûre, sa grand-mère Lucie souriait. Parce qu'au final, ce n'était jamais une histoire de langue, ou d'injustice, ou de jugement. C'était une histoire d'amour. L'amour d'une grand-mère qui a préparé sa petite fille à changer le monde. L'amour qui a transcendé la mort, le temps et les circonstances. Et cet amour traduit en 11 langues et 1000 actes de courage avait illuminé le monde.